Allocution prononcée à l'occasion du lancement des activités de la 4e édition de la semaine de reconstruction et du développement post-conflit organisée à Addis Abeba, le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration Badr Abdelati a indiqué que cette édition intervient à un moment où les défis de sécurité et de développement auxquels est confronté le continent africain s'accentuent. Abdelati a affirmé que la vision du président Abdel Fattah el-Sisi a toujours été basée sur la gestion urgente de ces défis, de manière globale, qui prend en compte les causes profondes des conflits et contribue à renforcer des institutions nationales, régionales et continentales afin de faire face aux défis. Il a souligné que l'Égypte souhaitait, en accueillant le forum d'Aswan pour la paix et le développement durable, aborder cette vision en détail et souligner l'importance de l'appropriation nationale et de la solidarité africaine dans la réalisation d'une paix et d'une sécurité durable. L'Égypte apprécie la coopération et la coordination continue avec la Commission de l'Union africaine pour promouvoir la politique de reconstruction de l'Union, que ce soit dans le cadre de l'organisation des activités, ce qui contribue à accroître le niveau de sensibilisation et à renforcer l'implication des pays du continent et la société civile dans la mise en œuvre des objectifs de reconstruction, a déclaré Dr Abdelati. Passons à un autre sujet, il s'agit du sommet des affaires étrangères du G7 à Fiugi et les dialogues méditerranéens à Rome. Les travaux de la 10e édition de la conférence Dialogue méditerranéen MED ont débuté aujourd'hui à Rome. Parmi les participants figurent les ministres des Affaires étrangères de l'Égypte, de Croatie, de Jordanie, d'Inde, de Libye, du Liban, du Yémen et de Palestine. Pour la première fois, les pays des Balkans occidentaux ont également été invités à participer à la Méditerranée avec les ministres des Affaires étrangères de l'Albanie, de la Bosnie-Herzégovine, de la Macédoine du Nord et du Monténégro. Deux événements internationaux importants ont débuté lundi en Italie, les dialogues méditerranéens à Rome et la réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 à Fiuggi Anagni. Les actes de la 10e édition de la conférence méditerranéenne MED Dialogue ont débuté en présence du président de la République Sergio Mattarella par le vice-président du Conseil et ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Antonio Tajani. Les dialogues méditerranéens sont désormais devenus un point de référence au niveau international pour discuter et débattre des problèmes stratégiques d'une Méditerranée élargie, a déclaré M. Tajani. L'édition de cette année a été préparée afin d'interagir avec la réunion du G7. Parmi les participants figurent les ministres des Affaires étrangères de l'Égypte, de Croatie, de Jordanie, d'Inde, de Libye, du Liban, du Yémen et de Palestine. Pour la première fois, les pays des Balkans occidentaux ont également été invités à participer à la Méditerranée avec les ministres des Affaires étrangères de l'Albanie, de la Bosnie-Herzégovine, de la Macédoine du Nord et du Monténégro. Des représentants de haut niveau d'organisations régionales et internationales y participent également, notamment le secrétaire général de la Ligue arabe, M. Ahmed Aboulghait. La première séance des travaux devait être consacrée à la situation au Moyen-Orient et en mer Rouge. Avec les partenaires, les moyens de soutenir les efforts visant à parvenir à un cessez-le-feu à Gaza et au Liban. Les initiatives visent à soutenir la population et la promotion d'un horizon politique crédible pour la stabilité de la région seront discutées. Sur initiative italienne, le thème des décisions de la Cour pénale internationale et de leurs effets possibles sur la crise actuelle au Liban et à Gaza sera également abordé. Les discussions vont se poursuivre à Fiuggi, au Palazzo di Congressi, avec une séance de dialogue élargie aux ministres de l'Arabie Saoudite, de l'Égypte, de la Jordanie, des Émirats Arabes Unis et du Qatar, ainsi qu'au secrétaire général de la Ligue arabe. En tant que présidence italienne du G7, nous nous engageons en faveur de la paix au Moyen-Orient. Nous avons demandé la présence de partenaires de la région pour faciliter le dialogue avec les membres du G7. Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons trouver des solutions concrètes susceptibles d'apporter la paix et la stabilité à la région, a précisé M. Tajani.
Et pour aborder ces deux sujets, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Meligui. Vous êtes assistant du ministre, ancien assistant du ministre des Affaires étrangères. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, le ministre des Affaires étrangères a affirmé le ferme engagement de l'Égypte à travailler en étroite collaboration avec la Commission de l'Union africaine pour mettre en œuvre les nouveaux piliers politiques de l'Union africaine. Expliquez-nous, c'est quoi, de quoi il s'agit, les nouveaux piliers politiques de l'Union? Premièrement, n'oublions pas l'engagement de l'Égypte, notamment au dossier de la paix et de la sécurité des pays africains, depuis sa présidence de l'Union africaine en 2019 jusqu'à février 2020, et l'Égypte s'est prononcée comme un avocat de ce dossier très important dans le continent africain et les pays africains. Alors, premièrement, c'est pas une surprise que l'Égypte se prononce d'une telle manière si forte lors des activités de la 4e édition de la semaine de la reconstruction et du développement post-conflit à Addis Abeba. Mais le plus important, c'est que cette fois on parle des situations qui se produisent après les conflits. N'oublions pas qu'il y a pas mal nombre de conflits sur le continent africain. Il y a eu plusieurs coups d'État, il y a eu plusieurs changements de système politique dans plusieurs pays africains, et cela exige une vite transition à la paix pour que les citoyens et ces pays africains puissent reprendre leur vie d'une manière normale. D'ici vient l'importance de l'engagement égyptien sur ce dossier. À votre avis, avec quelle manière? C'est-à-dire, on sait très bien que durant le XXe siècle, il y a eu tout ce qui est mouvement de libération dans les pays africains. Il y a eu des changements politiques, bien sûr, puisque les colonisateurs ont quitté les territoires africains. Aujourd'hui, il y a une certaine stabilité dans des régions et instabilité dans d'autres régions. Alors, c'est quoi exactement les changements politiques qu'on veut, ou bien mettre de nouveaux piliers? Ça, c'est pas très compris. Alors, premièrement, n'oublions pas qu'il y a les pays anciens colonisateurs des continents africains, notamment, on peut dire d'une manière précise, les Français ou les Anglais, qui ont gardé de relations très étroites, qui ressemblent aux relations avant la période de l'indépendance et avant l'indépendance de ces pays africains. Maintenant que les pays africains sont en train de changer de régime politique l'un après l'autre pour pouvoir gagner une vraie indépendance. Il y a une implication de nouveaux pays sur le continent. Je peux en préciser qu'il y a une intervention assez forte de la part de la Russie, par exemple, dans quelques pays, qui a remplacé la présence française dans ces pays. Et que maintenant, les pays africains ont besoin de trouver une balance, un équilibre entre l'ancienne période et la période actuelle où les biens des pays africains doivent être aux Africains. Et que même les conflits africains, et ça c'était une initiative lancée par l'Égypte, que les problèmes africains doivent être réglés par des solutions africaines et non par des solutions imposées par l'extérieur. Alors, être indépendant d'une manière théorique, c'est une chose, mais de pratiquer cette indépendance, c'est une autre chose. Les pays africains doivent être plus engagés pour avoir une vraie indépendance de l'Occident d'un côté, ou même de la Russie ou de la Chine d'un autre côté, et de pouvoir chercher le meilleur pour leur peuple. Et ici vient la sensibilité de la situation, parce que l'Afrique, pour un grand moment, a été habituée à avoir, si j'ose dire le mot, un sponsor, que ce soit de l'Occident ou d'une autre partie du monde. Alors maintenant, on est en train de s'engager pour une vraie indépendance, une vraie liberté pour les pays africains et pour les peuples africains. À votre avis, quel est le rôle de l'Union africaine pour mettre fin aux conflits, aux guerres, surtout dans une région comme le Sahara occidental, par exemple? Alors, la question, c'est que les dossiers sont très délicats. Alors, il y a besoin d'aider de la part d'une manière bilatérale, telle que l'Égypte
avec son implication dans le dossier du Sahara, par exemple, du Sahel, et comment est-ce qu'on peut donner la paix aux citoyens d'un côté, et d'un autre côté aussi, comment est-ce que cette indépendance qu'ils viennent d'avoir ne sera pas un lourd fardeau pour pouvoir exercer une liberté, une vraie liberté pour leur peuple. Comment est-ce que cela peut être fait? Cela aura besoin d'une implication très étroite de la part de l'Union africaine en tant qu'organisation qui peut aider les peuples, et d'autre côté d'une manière bilatérale avec les pays qui sont les plus concernés de la stabilité de ces régions, telles que l'Égypte, comme vous le voyez. Ouais. Vous avez mentionné que il faut résoudre les conflits africains Afrique-Afrique, c'est-à-dire intra-africains, d'une manière intra-africaine entre les pays. Alors, mais est-ce que vous ne trouvez pas qu'on a besoin quand même des grandes puissances pour soit régler les problèmes, ou bien pour le développement des pays africains, pour les investissements, pour l'expertise? Il y a besoin certainement de toutes les puissances qui peuvent aider. Mais malheureusement, l'expérience africaine avec les puissances occidentales, par exemple, c'est une expérience qui ne donne pas beaucoup d'espoir, qui peuvent séparer comment aider les pays africains à regagner leur indépendance d'un côté, et d'autre côté, comment est-ce qu'on peut avoir une non-intégration dans les affaires internes des pays africains. Vous savez, ce dossier est très sensible. J'ai vécu moi-même en tant qu'ambassadeur dans un pays africain et j'ai vu la puissance de l'Occident, comment est-ce qu'ils peuvent s'intégrer dans les affaires internes du pays au nom de ces pays. Et d'ici vient le rôle des pays impartials tels que l'Égypte ou l'Union africaine, certainement, en tant qu'une organisation qui règne sur tout le continent africain, dont tous les membres du continent sont membres, sont adhérés dans cette organisation, et on peut vraiment aider à partir de ce point-là. Est-ce que vous trouvez qu'en remplaçant l'Occident par des pays comme la Russie ou bien surtout la Chine, qui joue un très grand rôle dans le développement ou bien les investissements en Afrique, est-ce que c'est une solution quand même qui mène au développement des pays africains? Pas forcément, mais quand même ça peut aider d'une manière de trouver une équation qui soit un peu plus juste. Si on compare ça avec l'équation ancienne, celle de l'occupant occidental. Mais n'oublions pas que tous ces pays ont des besoins des pays africains, et d'ici vient la nécessité de trouver une organisation qui peut aider à trouver une solution qui soit assez juste pour ces relations délicates. Les pays africains sont des pays qui dépendent à un grand niveau de vendre leurs matières premières. Et ils ont besoin toujours d'acheteurs parce qu'ils dépendent sur ça pour pouvoir alimenter leurs besoins de développement. Et du coup, ils ont besoin d'avoir des bonnes relations, mais équilibrées avec les autres puissances pour qu'ils puissent vendre leurs matières premières, jusqu'au moment où ils seront aussi avancés, aussi industrialisés pour pouvoir eux-mêmes utiliser et exploiter leurs propres ressources. N'oublions pas quelque chose de très important aussi, il y a des facteurs qui dominent sur la scène africaine aussi, dont la corruption et parfois le manque de démocratie dans plusieurs pays en Afrique, ce qui exige une force extérieure pour soutenir le président ou les responsables en charge. Si on passe à le plus grand problème qui frappe le monde, non seulement l'Afrique, c'est le changement climatique, mais qui a des influences et des répercussions, surtout sur le continent africain. Qu'attendons-nous des pays les plus industrialisés dans le cadre de la COP 29, par exemple?
Alors, le plus important, c'est que l'Égypte avait parlé, dont l'Égypte avait parlé depuis 1987, qui s'est déroulé à Sharm el-Sheikh chez nous, de trouver un moyen d'aider les pays en développement pour pouvoir avoir accès aux technologies vertes et d'avoir des industries qui sont beaucoup plus, qui respectent beaucoup plus l'environnement. Cela ne peut se passer sans l'aide des pays développés, parce que la facture est trop haute pour les budgets des pays africains. Et d'ici vient l'importance de pouvoir trouver un équilibre avec les besoins des pays africains pour pouvoir accéder à ces technologies, et d'autre côté, un aide des pays développés pour pouvoir arriver au but final du développement durable dont on parle ce soit 2030 ou 2050. Si vous me permettez, je vais passer à un autre sujet, Monsieur l'Ambassadeur. Il s'agit des travaux de la 10e édition de la conférence Dialogue méditerranéen MED, qui ont débuté à Rome avec la participation de plusieurs pays méditerranéens, bien sûr, dont l'Égypte. Déjà, quelle est l'importance de cette conférence Dialogue méditerranéen? Le dialogue méditerranéen, c'est assez important depuis son début. N'oublions pas que cela a débuté avec le président français Sarkozy et avec l'Union pour la Méditerranée. Si on se souvient de ce dossier qui était un dossier très important, dont plusieurs pays, notamment les pays du nord de l'Afrique, les pays méditerranéens du nord de l'Afrique, et ceux du sud de l'Europe, ont trouvé qu'il y a une importance à sécuriser et à travailler, opter pour pouvoir améliorer que ce soit le commerce ou le développement entre les pays et l'échange commerce entre les pays du Nord et les pays. C'est un forum très important. En ce qui concerne l'Union pour la Méditerranée, n'oublions pas que le secrétaire général, c'est un Égyptien qui s'occupe de ce dossier il y a plusieurs années et qu'il a vraiment préparé le chemin pour qu'on puisse arriver à une bonne résolution en cela. Mais une question très importante, c'est que jusqu'à présent, le public ne sent pas l'importance. Ça dépend toujours de la volonté des présidents, notamment les présidents du nord de la Méditerranée. Je parle européen, exactement. Alors, ces pays-là, c'est eux qui donnent la séquence et la vitesse avec laquelle on traite les dossiers méditerranéens. Alors, s'il y a plus de volonté européenne, alors on va aboutir à de bons résultats, notamment que déjà la charte est là et déjà les objectifs étaient déjà étudiés et ils sont là. Il ne manque que l'application de ces dossiers pour qu'on puisse arriver à un résultat qui est satisfaisant pour les pays du Sud aussi bien que pour les pays du Nord. On sait très bien que depuis le déclenchement de la guerre russo-ukrainienne, il y a le besoin des pays occidentaux, bien européens, ont augmenté. Ils ont besoin des pays africains, du nord de l'Afrique. Je donne un petit exemple, soit l'Italie, l'Espagne, qui ont besoin bien sûr du pétrole ou bien du gaz algérien, par exemple, etc., etc. Il y a maintenant beaucoup de projets pour relier le nord de l'Afrique avec le sud de l'Europe par voie maritime et même terrestre. Alors, comment peut-on profiter vraiment de ce besoin et de cette situation? Bon, le profit est toujours là. Tant qu'il y a des projets communs, alors il y a du profit. Mais ce qui manque toujours, ou bien ce qui peut accélérer en même temps, c'est la volonté, que ce soit des pays du nord de la Méditerranée ou ceux du sud de la Méditerranée. N'oublions pas qu'il y a des problèmes sans solution, par exemple, entre l'Algérie d'un côté et la France de l'autre côté, et que l'Algérie a arrêté plusieurs échanges commerciaux pour des raisons politiques. Alors, la question est toujours de satisfaire les besoins politiques des pays
du Sud pour qu'ils puissent avoir une raison pour continuer ce commerce, notamment qu'il y a d'autres acheteurs pour les produits africains ou même du nord de l'Afrique. N'oublions pas que la Russie est toujours là pour acheter. N'oublions pas que la Chine est toujours là pour acheter. Oui. Alors, l'Occident a intérêt à avoir de bonnes relations avec les pays de l'Ouest, à arrêter la question de dicter les règles du jeu sur les pays du Sud, et qu'il doit respecter qu'il y a une équivalence et qu'il y a un équilibre, qu'il doit avoir un équilibre entre les pays du Nord et du Sud pour qu'on puisse avoir un commerce et un échange satisfaisant pour les deux parties. Et d'ici vient l'importance des dialogues politiques entre le Nord et le Sud pour qu'on puisse avoir un échange satisfaisant pour les deux parties. J'ai pris beaucoup de temps de votre temps. Excusez-moi, mais une dernière question concernant l'émigration clandestine, bien sûr, du nord de l'Afrique à travers de la Méditerranée vers l'Europe. Il y a des accords entre les pays du sud de la Méditerranée avec les pays du nord de l'Afrique. Est-ce que ça aboutit quand même? Et est-ce qu'on peut y profiter? Oui, certainement, parce que maintenant il y a une compréhension occidentale que pour pouvoir améliorer ce dossier, pour pouvoir arrêter les vagues et les vagues d'immigration clandestine envers l'Europe, on doit aider les pays africains pour avoir leur course de développement à eux-mêmes. D'ici vient, je me souviens d'une dernière initiative lancée par la première ministre italienne, quand elle a parlé que pour arrêter l'immigration clandestine, on doit aider les pays elle a parlé notamment des pays du Sahel, pour que les citoyens de ces pays ne cherchent pas refuge ou une meilleure vie dans les pays d'Europe et du coup ils jettent leur vie. De son côté, par exemple, l'Égypte essaye de traiter ce dossier très délicat parce que il y a eu à un certain moment beaucoup d'immigration clandestine à partir de l'Égypte. D'un côté, la sécurité a repris sa place et il n'y a plus de vagues, et même les Égyptiens qui pensent toujours d'une manière fausse à voyager d'une manière clandestine vers l'Europe ne trouvent pas de moyens. S'ils veulent voyager de l'Égypte, ils essayent de voyager d'un autre pays voisin pour pouvoir aboutir aux pays européens. Mais je veux dire ici, il doit y avoir une entente commune entre les pays du Nord et les pays du Sud pour qu'on puisse régler cette question. On doit développer nos pays, je parle ici des pays africains par exemple, on doit les développer d'une manière à que les gens peuvent trouver de quoi vivre et n'ont pas besoin de voyager pour l'Occident pour une meilleure vie. Exactement. Je vous remercie beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, pour vos éclaircissements, explications et les réponses bien claires. Alors, je rappelle, notre invité était Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Meligui, ancien assistant du ministre des Affaires étrangères, qui a répondu à toutes les questions concernant soit l'Union africaine et les nouveaux piliers politiques de cette union qui viennent bien sûr post-conflit, après pouvoir résoudre les conflits africains ainsi que les problèmes africains en général et ainsi que le sommet ou bien la 10e édition de la conférence dialogue méditerranéen MED qui ont débuté à Rome avec la participation bien sûr de l'Égypte ainsi que les pays africains méditerranéen. Je passe à notre dernier sujet. Il s'agit du chef du gouvernement, Moustapha Madbouli, qui a inauguré la 3e édition du Salon de l'exposition internationale des industries, organisée par l'Union égyptienne des industries sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi au Centre international des conférences Al-Manara. Au moins 18 secteurs industriels participent à ce salon qui doit durer jusqu'au 27 novembre.
le soutien qu'accorde le président Abdel Fattah el-Sisi.